Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je m'appelle Brian Calafatian, je suis chercheur et doctorant à l'Institut d'études de stratégie et de défense. Et nous organisons aujourd'hui la quatrième séance de séminaire dédiée au domaine spatial. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de parler des systèmes d'armes interconnectés en prenant notamment l'exemple du SCAF, en étudiant toute la composante européenne en termes de coopération, notamment industrielle. Je suis aujourd'hui accompagné d'une grande partie de l'équipe et notamment de Valentin Degrange, qui est aussi chercheur à l'Institut d'études de stratégie et de défense et qui m'accompagnera au cours de cette séance de séminaire. Euh, Joséphine Staron, bonjour. Bonjour. Vous serez notre invitée ce soir. Diplômée d'une licence de philosophie à l'Institut catholique de Paris, que nous saluons. Vous rejoignez en 2014 le master de philosophie politique et éthique de l'Université Paris-Sorbonne. 2 ans plus tard, vous commencez un doctorat sous la direction de Pierre-Henri Tavoyot, toujours en philosophie politique, et qui porte sur la solidarité intra-européenne, question de principe et stratégie d'application pour une refondation du projet européen. En 2020, vous soutenez votre thèse et vous obtenez les félicitations du jury. À la recherche du temps long, comme vous avez pu l'indiquer en interview, vous intégrez le think tank Sinopia comme directrice des études et des relations internationales après y avoir travaillé au cours de votre doctorat. En 2022, vous publiez l'essai remarqué et terriblement actuel, je dois l'avouer, Europe, la solidarité contre le naufrage, aux éditions Sinopia. Vous êtes également auditrice civile de l'école de guerre Terre depuis septembre 2022 et de l'IHEDN Jeunes. Vous êtes enfin membre du comité de rédaction de la revue civile et militaire Inflexion. Le principe de solidarité européenne dont nous avons parlé est au centre de vos recherches et ce sera justement l'un des fils rouges de cet échange que nous allons mener ce soir. Cependant, s'il faut parler du SCAF, ce système de combat aérien du futur, nous n'en parlerons pas aujourd'hui sur le plan technique, en parlant de vis et de boulons, mais bien sur le plan politique. Il semble difficile en effet de savoir comment mutera la conflictualité dans les 30 prochaines années, mais ce qui semble encore plus difficile en réalité, c'est de construire un projet industriel commun, au temps long entre plusieurs partenaires européens, qui sont ici la France, l'Allemagne et l'Espagne. La problématique rencontrée dans le cadre du SCAF apparaît donc comme une illustration parmi tant d'autres, que ce soit en termes de lanceurs spatiaux, de défense partagée ou encore de production de batteries électriques. C'est un gros projet en ce moment dans l'Union européenne. Joséphine Staron, dans votre ouvrage, justement, et en guise de préambule, vous mettez en avant la nécessité de réinventer l'Union afin d'en faire un outil de puissance et non un outil de normalisation. Cette union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, pour reprendre les mots des traités, pourrait-elle, à votre avis, ne pas réussir les grands défis internationaux auxquels elle sera confrontée dans les années qui arrivent? Alors, merci de votre question, merci de votre invitation déjà. Je suis ravie de pouvoir participer à ce cycle de conférences. Alors pour rentrer dans le vif du sujet et reprendre un peu les termes de votre question, euh, précisons que la normalisation, qui est effectivement une caractéristique de l'action européenne, ça peut tout à fait être un instrument de puissance. Il n'y a rien qui l'interdit, au contraire. Mais pour ça, eh bien, il faut que cette capacité normative, elle s'appuie sur des réalités solides et incontestées. Et là, c'est là qu'on rencontre un problème au niveau européen. Et ce problème de l'Union européenne, il est, de mon point de vue, d'ordre existentiel, finalement, parce que aucun État membre, peut-être mis à part la France dès le début de la construction européenne, aucun État membre n'a perçu la construction européenne comme devant être un instrument de puissance ou comme devant viser un projet de puissance. C'était pas du tout dans les termes du projet initial. L'objectif, on le rappelle, c'était de créer les conditions d'une paix durable entre des États qui venaient de se faire la guerre et de créer un système d'interdépendance tellement complexe et sophistiqué que plus aucun conflit finalement ne serait possible entre les États européens. Et c'est là que le concept de solidarité arrive, arrive en force, c'est transformer ces interdépendances en véritables actions de solidarité entre les Européens. Euh, Jusque-là, on peut dire que cette vision un peu restrictive de la construction européenne, elle a suffi et elle a surtout permis des avancées majeures dans des tas de domaines. On va pas faire le bilan complet aujourd'hui, mais il y a quand même énormément de positifs. En revanche, on peut estimer aujourd'hui, et maintenant on est beaucoup à le penser, que c'est plus du tout adapté au contexte actuel. Et ça fait déjà
un certain nombre d'années que cette construction européenne elle est plus adaptée aux enjeux, aux défis. Vous disiez, est-ce que l'Union européenne est capable de relever les grands défis internationaux? La réponse serait non si elle reste dans son état actuel et si elle ne prend pas acte finalement d'une révolution qu'elle doit mener, cette révolution quasi copernicienne, puisque c'est une révolution existentielle pour elle. Et ça consiste en quoi? Ça consiste dans le fait d'accepter de conférer un nouveau destin à l'Union européenne, un destin véritablement de puissance. Alors ça, cette révolution, aujourd'hui, elle est en marche, et on peut s'en réjouir. Elle a déjà commencé, elle a commencé à partir de la crise sanitaire, qui a été le premier électrochoc, on va dire, pour une grande partie des États européens, et en tout cas pour la Commission européenne, qui a été fortement encouragée dans cette voie par la France, mais pas uniquement. Et puis, bien évidemment, la guerre en Ukraine, ça a, on va dire, parachevé un peu cette prise de conscience collective qu'on avait besoin de changer de paradigme quand on pensait la construction européenne. Maintenant, on peut dire qu'il y a trois défis majeurs, et ça va rejoindre notre sujet, trois défis majeurs pour l'Union européenne. Le premier, c'est un défi conceptuel. Se penser comme puissance et penser un projet de puissance. Ça, c'est pas le plus facile à résoudre. Le second défi, c'est les objectifs, c'est-à-dire réussir à définir des objectifs communs. Et pour ça, eh bien, il faut parvenir à une volonté politique commune. Et on verra que dans le cadre des projets industriels, c'est ce qui pêche très souvent. Et puis enfin, le troisième défi, c'est un défi qui concerne les moyens, avec un besoin d'harmonisation, de coopération et de solidarité, et de mutualisation aussi des moyens, des ressources, qui est de plus en plus important à mesure qu'on change d'objectif, enfin qu'on change en tout cas de vision pour l'Union européenne et qu'on s'inscrit dans un projet de puissance. Je vous remercie. Justement, une petite question à côté. Cette union, on va dire, du libéralisme cosmopolite, on va dire, qui a pour volonté d'unir plusieurs peuples, euh, va rencontrer une certaine barrière parce qu'elle sera forcée de dépasser l'instinct économique, l'instinct purement industriel, économique, de compétition, pour aller dans quelque chose qui est beaucoup plus de la politique de terrain, on l'a vu avec des sanctions, par exemple, contre l'Ukraine. Est-ce que c'est quelque chose qui va se généraliser par la suite, de ne plus être une union Alors, ce qu'on est en train de économique? voir, c'est qu'effectivement, l'opposition classique qui existait entre une Union européenne économique, commerciale et une Union européenne politique, cette opposition, elle est dans les faits en train d'être dépassée. Aujourd'hui, lorsque vous parlez des sanctions, quand l'Union européenne et les États membres décident d'appliquer des sanctions euh, avec des conséquences majeures pour l'économie européenne, eh bien, c'est un acte aussi bien politique qu'un acte économique et commercial. Donc là, finalement, depuis quelques années, et c'est très récent, mais on voit que les deux se rejoignent, et ça a été pareil dans le cadre de la crise sanitaire, puisque lorsque l'Union européenne décide d'un plan de relance avec la souscription d'un emprunt commun au nom de l'Union européenne, non seulement il y a un acte économique fort, mais il y a surtout un acte politique qui aurait semblé totalement inenvisageable quelques mois plus tôt. Donc la divergence qui pouvait vraiment marquer les États européens entre ceux qui voyaient une union uniquement économique, commerciale, éventuellement monétaire, et des pays peut-être un peu plus idéalistes, on va dire, comme la France notamment, qui avait une vision d'une Europe très politique. Aujourd'hui, force est de constater par le contexte et les évolutions de ce contexte que les deux se rejoignent, et que peu nombreux sont ceux qui aujourd'hui continuent à pouvoir différencier les deux. Merci beaucoup. Justement, on a parlé de solidarité, ce terme au centre de vos travaux de recherche. Et ça me renvoie à plusieurs autres termes, notamment coopération, souveraineté européenne en tout cas. Euh, une question naïve, mais c'est toujours en guise d'introduction à ce que nous aborderons plus tard, c'est-à-dire le SCAF. L'Europe est-elle souveraine dans sa politique industrielle? Ça déjà, c'est une question de thèse, donc je vais y répondre de manière très brève et concise. Simplement, si on reprend la définition classique de la souveraineté, c'est quoi? C'est qu'il y a finalement un seul dépositaire de la souveraineté, le souverain, et que la souveraineté, quoi qu'il arrive, elle est une et indivisible, et donc elle ne peut pas être partagée. Bon.
Là, l'Union européenne, elle a battu en brèche hein, ce principe de la souveraineté, mais ce n'est pas la seule. Ça, c'est un concept de souveraineté qui correspond vraiment à une vision française, parce que si on prend des modèles un peu différents, des modèles comme le fédéralisme notamment, qui en plus a différentes variantes aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, on voit bien que là, on a des cas concrets hein, de souveraineté partagée entre le niveau de l'État fédéral et le niveau de l'État fédéré. Donc, la définition classique d'une souveraineté unie et indivisible, elle peut tout à fait être battue en brèche par différents exemples autres que l'Union européenne. Ce qui est intéressant, c'est de regarder quels sont les attributs de la souveraineté. L'un des premiers attributs de la souveraineté, on peut dire que c'est le monopole de la force. Là, l'Union européenne, effectivement, ne l'a pas. Ça reste une compétence exclusive des États nationaux. Deuxième attribut de la souveraineté, c'est la fabrication de la loi. Bon, là, l'Union européenne est productrice de normes, de réglementations, de lois, au même titre, voire plus aujourd'hui, dans un certain nombre de domaines que les États nationaux. Donc, de ce point de vue, elle dispose d'un attribut fort de la souveraineté. Et troisième attribut majeur, c'est ce qu'on appelait à l'époque hein, le pouvoir de frapper monnaie. Eh bien, depuis qu'elle a créé l'euro, force est de constater là encore qu'elle dispose de ce pouvoir avec une organisation institutionnelle très sophistiquée, la zone euro, la BCE, etc. Donc, de ce point de vue-là, elle dispose des attributs de la souveraineté. Ce qui est intéressant, c'est que on était avant la création de l'Union européenne, et puis, en fait, finalement, jusqu'aux années 2000, hein, concrètement, encore attaché à ce qu'on appelle un modèle westphalien, qui était attaché à un concept de la souveraineté très particulier, très classique, et qui ne pouvait pas vraiment souffrir d'adaptation. Or, ce modèle aujourd'hui, il est extrêmement challengé. Et il est surtout challengé par des acteurs non étatiques, des acteurs privés, qui parfois sont finalement peut-être plus souverains que des États, que les États eux-mêmes. On pense bien évidemment aux grands acteurs du numérique, mais pas uniquement. Le phénomène de la multiplication multinationale peut aussi renvoyer à ça, à ce challenge hein, qui est porté aujourd'hui au modèle westphalien. Donc, l'Union européenne, il faut la voir comme présentant un modèle hybride, un modèle assez inédit de souveraineté, ça c'est certain, jamais rencontré jusqu'à présent dans l'histoire. Elle invente son propre modèle de souveraineté, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle l'invente petit à petit. Le modèle de souveraineté qui a été pensé au moment de la création de la CECA en 1951 avec les déclarations de Robert Schuman, Jean Monnet et autres, il n'y a plus grand-chose à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a eu énormément d'évolutions qui sont liées plein d'évolutions de contexte et notamment aux élargissements. On passait de 6 à 28. Forcément, ça contraint les gouvernants à revoir le modèle, à revoir tout le système. Donc, l'Union européenne est-elle souveraine? Oui, mais ça dépend encore ce qu'on entend par souveraineté. Et je pense que ce qui pourrait peut-être, enfin la définition de la souveraineté qui pourrait peut-être la caractériser le mieux, c'est une définition qui est donnée par Carl Schmitt lorsqu'il dit que celui qui est souverain, c'est celui qui décide de la situation exceptionnelle. Sous-entendu, ce n'est pas forcément celui qui gère une administration au quotidien, mais c'est d'abord celui qui, lorsqu'une crise survient, est capable de réagir, est capable d'inventer de nouvelles normes, de modifier, de challenger le système existant et de répondre aux besoins de la crise. Et bien ça, l'Union européenne, c'est exactement ce qu'elle fait. Alors, parfois elle réussit, parfois elle échoue. On a beaucoup d'exemples d'échecs hein, dans l'histoire européenne, mais on constate quand même que depuis 2020, on est plus sur des réussites ou en tout cas des vraies tentatives de reprise en main qu'à l'époque. Donc, je pense que cette définition-là de la souveraineté, elle correspond bien à ce que pourrait être la souveraineté européenne aujourd'hui. Ce qui est important pour notre sujet, c'est que dans une démarche de souveraineté, où on dit plutôt aujourd'hui en Europe hein, d'autonomie stratégique, parce que le mot souveraineté a une connotation
assez péjoratif dans le reste de l'Union européenne, hein, pas en France, mais quand on traduit ce terme dans d'autres langues, il est très vite mal interprété. Donc finalement, le langage commun aujourd'hui, c'est plutôt de parler d'autonomie stratégique. Là, chacun s'y retrouve plus ou moins. Et donc, on finit par plus trop savoir ce que ça veut dire, mais on imagine, en tout cas on essaye de projeter une vision qui serait que la souveraineté ou l'autonomie stratégique, ce serait de pouvoir garantir à l'Union européenne et aux États membres une indépendance dans tout un tas de secteurs clés stratégiques pour lesquels elle ne peut pas dépendre soit d'autres acteurs étatiques ou économiques non européens, soit d'une évolution de la conjoncture. Et là, bah, ça nécessite deux choses qui sont très difficiles pour l'Union européenne. Avoir une stratégie sur le long terme, ça c'est ce qu'elle a toujours eu du mal à mettre en œuvre, et être capable de définir des intérêts communs, là aussi, sur le long terme et pas uniquement à un instant T. C'est vrai que le long terme, c'est quelque chose qui est très important et notamment on le voit dans le domaine spatial, c'est-à-dire que les programmes prennent des années et les besoins changent. Mais on en parlera tout à l'heure, notamment avec la R&D qui est très intéressante avec le rôle de la politique. Mais c'est vrai on a parlé de répondre à des besoins dans le cadre de crises et là, les crises sont en effet multiples. C'est-à-dire qu'il y a une crise au niveau de la sécurité, c'est-à-dire que l'Europe est à nouveau menacée à ses frontières et on le sent justement. Mais il y a aussi une crise industrielle, c'est-à-dire qu'on dépend de plus en plus d'autres acteurs. Par exemple, dans le spatial, on s'est rendu compte que les satellites Galileo seront envoyés d'ici peu grâce à SpaceX, ce qui est assez improbable pour un programme qui est censé permettre à l'Union européenne et à ses partenaires d'être indépendantes en termes de géolocalisation par satellite. Mais vu qu'on a parlé du numérique aussi, ben, forcément, on va revenir au SCAF parce que c'est quelque chose qui est assez central, qui alimente les fantasmes depuis plusieurs années, avec des retournements de situation à n'en plus finir. Euh, c'est un grand projet et qui est un exemple assez évocateur en fait de ce qui se passe en Europe actuellement. Euh, Pourquoi, à votre avis, construire un projet d'avion du futur, le SCAF, avec nos homologues européens? On pourrait le faire seul au final. Alors, je ne sais pas si on pourrait le faire seul actuellement. Peut-être qu'effectivement la France en aurait la capacité, mais je vois, enfin, ce ne serait pas dans son intérêt. Et ce pour plusieurs raisons. On va y revenir. Mais euh, alors, pourquoi créer un projet d'avion du futur? Bah, déjà, c'est parce que c'est un projet de long terme. Lorsque le SCAF est imaginé, c'est pour une mise en service 40 ans plus tard. On parlait de temps long. Là, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement long. Alors, pas à l'échelle de l'histoire, pas forcément à l'échelle d'un État comme la France qui pense forcément long terme dans ses projets industriels, mais quand on parle de coopération avec plusieurs États, là, on est dans quelque chose d'assez inédit. Le SCAF, il est vu comme véritablement un outil de coopération politique et industrielle entre trois États, hein, on le rappelle, la France, l'Allemagne et l'Espagne également. Et pourquoi est-ce que il y a quelques années, le projet du SCAF vient dans la tête des dirigeants? C'est parce qu'on anticipe la vétusté, hein, des avions de combat européens qui existaient déjà. On pense à l'Eurofighter, qui a été conçu dans les années 80, 86, je crois, et une mise en service un peu plus tard, et qui regroupait une coopération entre l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. Et puis de l'autre côté, il y avait le Rafale de Dassault, là pour les Français. Ces deux avions, ils arrivent à échéance. Enfin, ils vont bientôt, enfin bientôt, d'ici 2035, 2040, 45, être obsolètes. Obsolètes, même s'ils seront bien évidemment, ils peuvent être optimisés, mais l'idée c'est des industriels et des États, c'était de se dire qu'est-ce qui va pouvoir remplacer ces avions-là, et notamment dans le cadre du Brexit, puisqu'on va perdre la coopération avec les Britanniques, qui était très actif, hein, dans le cadre de la création de l'Eurofighter. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'organise? Et donc là, c'est vraiment une initiative franco-allemande à l'origine, de se dire il faut qu'on crée quelque chose de commun. Un autre objectif du SCAF, c'est de répondre aussi à un nouveau contexte.
un nouveau contexte, qu'on va dire le contexte du combat moderne, hein, dans lequel les États occidentaux, petit à petit et chacun de leur côté, sont en train de réviser leur stratégie aérienne. Pourquoi? Bah parce qu'aujourd'hui, ils sont contestés par d'autres États qui sont très puissants dans ce domaine. Au départ, il n'y avait pas beaucoup de puissance aérienne dans le monde. Aujourd'hui, on a des grands États comme la Chine, la Russie et d'autres qui investissent massivement dans des stratégies aériennes et donc forcément qui challenge les Européens, qui challenge les Américains également dans leur propre stratégie et qui exigent qu'on anticipe, qu'on prenne de l'avance. Et donc, le SCAF, c'est un projet pour adresser un combat qui sera plus collaboratif, pour permettre une meilleure interopérabilité et pour adapter le combat au combat numérisé, finalement, qui va être, enfin qui est déjà et qui va continuer à être un élément extrêmement important dans les guerres et dans les conflits de demain. Donc l'objectif, c'est un avion plus performant, un avion plus connecté et surtout conçu pour ces nouvelles formes de combat. Donc auparavant, quand on construisait un avion, on recherchait une meilleure vitesse. Aujourd'hui, la clé, c'est pas tant la vitesse que l'information. L'information, c'est ce qui devient avec le SCAF une ressource de combat véritablement. Et donc, le SCAF, c'est pour ça qu'on ne parle pas forcément que d'avions de combat du futur, mais de systèmes, parce que le SCAF, il inclut des drones auxquels il sera connecté, et il sera connecté à toutes les capacités aériennes, navales, terrestres, spatiales également des États participants à travers ce qui a été créé, hein, c'est un cloud européen. Alors, un cloud de combat, en tout cas, qui est, pour le moment, en tout cas, qui est 100% européen. Alors, en quoi ça consiste un cloud de combat? C'est finalement une mise en réseau, tout simplement, hein, comme un cloud classique, mais une mise en réseau qui permet un combat multidomaine, qui permet un échange sécurisé d'informations entre tous les acteurs qui sont autorisés à faire partie de ce cloud, hein, et dans l'objectif, bien sûr, de créer ce qu'on appelle une synergie informationnelle entre les différents milieux, l'air, l'espace, le cyber, et puis les capacités terrestres et navales également. Donc, ça, c'est un élément essentiel et extrêmement différenciant pour le SCAF, hein, par rapport à des projets précédents. Et c'est ce qui explique aussi que la France ou n'importe quel État ne pourrait pas et n'aurait pas d'intérêt à créer un tel système tout seul, parce que le but, c'est justement d'intégrer le combat collaboratif et d'intégrer le besoin d'un échange d'informations, d'une mise en réseau et d'une meilleure interopérabilité entre les États. Alors, c'est pas les Européens qui ont inventé ça, hein, l'US Air Force a déjà adopté un tel principe, enfin, le principe du combat collaboratif, en tout cas en 2016, je crois. Donc c'est quelque chose que toutes les puissances partagent, mais pour l'instant, les Européens étaient un peu en retard dans cette dimension. Donc là, le but avec le SCAF, enfin, un des objectifs, c'est de rattraper ce retard, c'est d'avoir une forme de supériorité opérationnelle face enfin, dans le cadre de différents conflits. Euh, mais il y a, enfin, il y a encore plusieurs enjeux quand même. Le premier, c'est de réussir finalement cette interopérabilité, hein, entre les forces, non seulement les États européens qui vont utiliser le SCAF en 2040, mais aussi dans le cadre de la coopération OTAN. Parce que lorsqu'on parle d'interopérabilité et d'Europe de la défense, on a forcément ces deux niveaux de coopération qui doivent coexister, un niveau Europe de la défense et un niveau otanien. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas bien encore comment ça va finalement se goupiller entre ces deux niveaux-là. Il y a un enjeu industriel aussi, on pourra y revenir, hein, puisqu'on a des gros industriels qui sont partie prenante du projet. Et puis, il y a bien évidemment un enjeu de souveraineté, puisque la création du SCAF, bah,
un des objectifs sous-jacents quand même, c'est de ne plus dépendre ou de ne pas dépendre des États-Unis ou des Britanniques du fait du Brexit. Joséphine Staron, vous avez parlé justement de la mise en réseau qui implique de fait plusieurs acteurs. Euh, il est vrai que ce projet nécessiterait de partager des brevets, des informations dans le cadre du cloud de combat et de l'industrie aussi. Euh, Pouvons-nous, par exemple, partager des informations au final avec une Allemagne sous influence américaine, mais tiraillant avec un besoin d'aller vers la Chine dans le cadre des nouvelles routes de la soie? Qu'est-ce que cela révèle des relations avec nos partenaires internationaux dans le cadre de l'Europe? Alors c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a le choix déjà? Je pense que c'est la bonne question. Ce qui est certain, c'est que cette coopération industrielle, euh, elle s'inscrit dans une volonté de diversifier, on va dire, les sources d'approvisionnement sur le long terme. On en a beaucoup parlé dans le cadre de la crise énergétique, mais c'est un peu la même chose dans le cadre de l'industrie de défense. Le but, c'est que les États européens ne dépendent pas que d'un partenaire. On voit avec la Pologne qui dépend fortement d'achats d'armements américains ou de Corée du Sud, par exemple. Bah là, le but, c'est de dire, vous allez continuer parce que vous avez un besoin immédiat d'armement que l'Europe n'est pas capable de fournir, ça c'est un fait. Maintenant, demain, vous aurez aussi accès à du matériel européen qui vous permettra de diversifier ces sources d'approvisionnement. Et ça, c'est une marche vers l'autonomie stratégique. Une fois, pas de souveraineté, mais d'autonomie stratégique comprise au niveau européen. Euh, Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement les limites. Pourquoi est-ce qu'elle est importante, cette stratégie industrielle européenne, en complément de continuer d'avoir une stratégie internationale d'achat, d'export, d'import, etc. Bah parce que lorsque les Européens achètent du matériel étranger, pour l'utiliser ou pour le vendre, bah, ils doivent demander l'autorisation du fournisseur. C'est ce qu'on appelle, en fait, c'est un enjeu qu'on a, la désitarisation. C'est un terme un peu abscon, mais ça signifie que si un système d'armes contient au moins un composant américain, par exemple, un composant qui tombe sous le régime de la réglementation américaine qu'on appelle ITAR, et ben les États-Unis ont le pouvoir d'interdire la vente à l'export à tout pays tiers. Donc ça leur donne un vrai pouvoir de contrôle sur cet armement. C'est aussi vrai si un pays veut utiliser cette arme pour engager le combat sur un théâtre d'opération. Il y a une autorisation à demander. Donc, forcément, ça limite la souveraineté, ça limite l'autonomie stratégique des États. Et on peut revenir à la question des brevets peut-être, parce que là, c'est une question de législation internationale, d'obstacle légal finalement qui paralyse, qui bloque la coopération industrielle, mais au niveau intra-européen, il y a aussi des blocages, et ces blocages, ils portent sur la question du partage des brevets, des technologies entre des pays et entre des industriels. Parfois, et on le voit dans le cas du SCAF, on a une volonté politique qui peut être de dire, bah, voilà, on veut absolument partager les brevets et toutes les technologies, et l'industriel va dire, attention, c'est absolument pas dans mon intérêt de partager ces informations-là avec des concurrents, parce que on est dans un régime concurrentiel entre des industries de défense, même s'il y a une coopération. Cette coopération, elle s'inscrit dans un cadre d'une économie concurrentielle. Donc, il y a tous ces, il y a tous ces enjeux-là à prendre en compte. Et c'est pour ça que c'est très compliqué, effectivement, d'avoir des synergies et d'avoir une véritable coopération industrielle en matière de défense. Je vous remercie. Justement, la question du SCAF met en avant la problématique centrale de l'industrialisation en Europe. Comment on peut concilier le temps long de la recherche et du développement avec la volatilité du temps politique qui peut être amené à changer d'une année à l'autre? Ça, c'est une très grande question. C'est là, c'est probablement la question essentielle aujourd'hui. On l'a un peu vu au moment de la crise sanitaire où bah,
on a bien vu que l'une de nos difficultés, c'est que puisqu'on n'avait pas du tout de coopération industrielle, par exemple, ou en tout cas suffisante en matière de production de matériel médical, de vaccins, de médicaments et autres, qu'on avait délocalisé une grande partie de ces productions-là, bien qu'on avait du retard et qu'on allait avoir du mal à rattraper ce retard. Euh, Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine, avec toutes les problématiques là aussi d'approvisionnement, que ce soit en gaz, en matières premières, hydrocarbures et autres. Donc tous ces événements-là, à chaque fois, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils font qu'il y a une prise de conscience collective qui s'accélère et qui enjoint les États à penser le temps long. Voilà. Ce qu'ils ne faisaient pas forcément, en tout cas à le penser collectivement et donc à penser des investissements à long terme pour réindustrialiser l'Europe. On a aujourd'hui un plan industriel européen qui a été publié il y a peu de temps, qui rentre tout à fait dans cette dynamique-là, hein, de penser enfin le temps long, les coopérations industrielles, économiques, etc., entre les Européens. Mais la question, c'est, et si demain le contexte change? Et si demain on oublie le risque de crise sanitaire, de pandémie? Si demain la guerre en Ukraine, on peut en douter, mais trouve une issue, ou en tout cas un statu quo qui fait qu'on on va en parler un peu moins, on va rétablir certaines relations avec des partenaires, notamment la Russie et autres, qui permettraient de retrouver les approvisionnements initiaux. Est-ce que ça va tout changer? Est-ce que finalement on va revenir en arrière? Est-ce qu'on va cesser de penser le temps long parce que le contexte aura changé? C'est un risque. C'est un risque inhérent et c'est difficile de prévoir comment les États européens vont réagir si le contexte change. Puisque ce qui les fait aujourd'hui penser le temps long, c'est uniquement, voilà, faut être tout à fait cynique, c'est uniquement la nécessité dans laquelle ils sont de le penser pour leurs propres intérêts. Mais on peut quand même avoir une certaine visibilité sur l'avenir. Alors pas à 100 ou 50 ans, hein, comme c'est le cas pour la Chine, par exemple, qui fait des projets voilà, sur un temps très long qui paraît pour les Européens complètement incongru. Néanmoins, on a maintenant des dates en tête qui sont de plus en plus lointaines. On a notamment le plan européen, le fameux pacte vert, qui fixe des objectifs à horizon 2050 pour l'Union européenne. C'est inédit. Peu importe qu'on soit d'accord ou non avec les objectifs, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on se situe vraiment dans un temps long. Les projets industriels militaires s'inscrivent aussi dans une temporalité beaucoup plus longue. Et puis, les lois de programmation militaire des États, elles aussi, alors elles sont à 5, 6, 7 ans, ça dépend des États, mais néanmoins, ça permet d'avoir une certaine visibilité pour voir où on va. Bon. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça sécurise absolument pas, et ça sécurise surtout pas les industriels à qui les politiques vont dire, bon bah, on veut que vous coopériez, on veut que vous nous présentiez des super projets qui vont nécessiter des milliards et des milliards d'investissements, qui vont vous prendre 30 ans. Euh, mais par contre, on ne peut absolument pas vous garantir qu'il n'y aura pas de changement d'avis des pays et que ça ne va pas tout remettre en question. Le cas du SCAF, c'est intéressant parce que euh, la, dans le cadre de la France, c'est assez facile puisque si le président, qui est le chef des armées, décide de poursuivre cette coopération industrielle et que les présidents suivants s'engagent aussi dans cette voie, bon bah voilà, finalement, il n'y a qu'un homme à convaincre, j'ai envie de dire. En Allemagne, c'est différent. En Allemagne, à chaque nouvelle phase du projet de SCAF, il va falloir qu'il soit soumis au Bundestag, donc à un nouveau vote du Parlement allemand. Donc, il va être susceptible d'évoluer en fonction des majorités, des compromis qui seront faits, et là aussi en fonction des évolutions de contexte. Parce que là, les Allemands sont, pour la première fois depuis 70 ans, engagés dans une réflexion sur leur stratégie militaire, euh, mais on a envie de dire à contre-cœur, parce que le contexte les y oblige. Si demain le contexte s'atténue, évolue d'une manière ou d'une autre, rien ne dit que les Allemands continueront dans cette dynamique ou dans cette trajectoire-là. Donc ça ne sécurise pas les prochaines phases du SCAF. Hein. Là, aujourd'hui, on a acté en mars, je crois, on a acté la phase 1, la première étape du SCAF, qui va durer 36 mois. Et au bout de ces 36 mois,
eh bien, il va falloir revoter des budgets. Enfin, en tout cas, pas la France, mais l'Allemagne devra faire revoter un budget d'au moins 5 milliards, je crois, pour la phase 2. Puis ensuite, il y aura une phase 3, etc. Donc, c'est pour ça que la volatilité des politiques, elle est inhérente, elle est difficilement dépassable dans les contextes qui sont les nôtres, hein, qui sont des contextes démocratiques. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un projet qui est bien avancé aujourd'hui, mais c'est pas non plus gagné. Voilà. Et encore, pour prendre une décision et pour se mettre d'accord sur un plan, il faut être bien conseillé, j'imagine. Euh, il existe un phénomène dans le domaine spatial qui veut que les scientifiques n'obtiennent que très rarement gain de cause, en fait, et on le voit notamment dans le domaine des lanceurs. On parlait tout à l'heure de SpaceX, et Galileo qui serait potentiellement envoyé par des lanceurs SpaceX. Euh, Pourtant, la communauté scientifique, notamment dans les gouvernements, qui sert à conseiller, milite pour avoir des lanceurs européens, pour avoir plus de puissance à ce niveau-là, plus de fonds. Euh, Est-ce que les politiques sont mal conseillées? Est-ce que c'est un problème culturel éventuellement? C'est une bonne question. Je pense que là encore, c'est pas forcément un problème de conseil. C'est un problème d'être capable, dans le cadre de nos gouvernances démocratiques, de penser le temps long et de faire valider aux opinions publiques aussi les investissements colossaux que nécessiterait de tels programmes, de tels projets. Et donc, si on voulait que l'Union européenne, par exemple, ait une vraie capacité, une vraie politique spatiale, et qu'elle soit en capacité de créer des lanceurs qui fonctionnent, d'avoir des programmes ambitieux qui permettent de concurrencer ceux des autres grandes puissances, bah, in fine, il faudrait que le budget de l'Union européenne augmente. Aller, aller faire une campagne présidentielle dans n'importe quel pays européen pour dire que l'une de vos priorités, ça va être de donner davantage à l'Union européenne. Donner davantage à l'Union européenne, ça voudrait dire donner un peu moins, je dis n'importe quoi, à la santé, à l'éducation, à la justice, peu importe. Donc on est face à des chefs d'État et de gouvernement qui, eux, ont des comptes à rendre immédiatement à leurs opinions publiques, qui ont des mandats qui sont entre 5 et 7 ans en fonction des pays européens, donc des mandats relativement courts, et donc qui ont souvent du mal à s'engager forcément dans des projets extrêmement coûteux, de moyen ou long terme, et qu'il faudrait ensuite pouvoir justifier. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça la difficulté aujourd'hui, et c'est une difficulté qui est structurellement indépassable, parce qu'on n'a pas du tout envie de changer de modèle, encore heureux. Donc il faut que ce modèle il puisse quand même trouver des adaptations pour répondre au contexte. Alors, et c'est là où l'Union européenne, enfin l'échelle européenne en tout cas, rend ça un peu plus possible, mais disons que tant qu'on n'aura pas passé la, le cap de l'augmentation du budget, on ne pourra pas faire beaucoup mieux, on ne pourra pas faire beaucoup plus. Si aujourd'hui on est obligé d'avoir recours à SpaceX pour lancer des satellites Galileo et d'autres, je crois qu'il n'y a pas que SpaceX, il y a aussi un autre consortium, mais étranger, non européen, bah, c'est bien parce qu'on n'a pas, on n'a pas su anticiper peut-être à temps. Deux, on a connu des échecs avec la fusée Ariane notamment, et on a le lanceur Vega, mais qui arrive enfin, qui va bientôt être obsolète. Euh, et parce qu'on n'a pas été en mesure collectivement d'accepter d'investir les sommes qu'il aurait fallu investir à un instant T pour avoir cette capacité spatiale. Donc il y a un manque d'anticipation, il y a un manque de coordination et il y a, quoi qu'il arrive, un manque d'investissement euh, qui est frappant. Justement, aux États-Unis, le New Space est un moyen d'asseoir, on va dire, c'est un outil pour asseoir l'hégémonie politique américaine et permettre d'exporter des biens à l'étranger. Et ça se crée grâce à la création pardon, de régimes juridiques qui sont favorables ou par le financement. Euh, Quel lien entretient l'Union avec ces entreprises? Est-ce que le rôle de ces entreprises est de permettre l'indépendance européenne? On en a parlé.
ou de s'exporter sur le marché international. Parce que ça demande une certaine maturité en plus. Ouais. Euh, alors là, on est très loin, nous, d'une stratégie à l'américaine ou à la chinoise, hein, en termes de New Space. Euh, on peut dire qu'on en est au balbutiement, même si je crois que c'est depuis 2016 ou depuis 2017 quand même qu'il y a eu une prise de conscience et une première volonté politique à l'échelle européenne, hein, de promouvoir les entreprises du New Space au niveau européen. Mais on est encore très loin, hein, de cette stratégie américaine ou chinoise. On a un retard qui va être difficile à combler et qui correspond quand même à ce qu'on disait au tout début, hein, de la conférence, c'est-à-dire à, à une vision de l'Union européenne qui n'était pas une vision stratège, qui n'était pas une vision d'une Europe puissance. Donc à quoi bon, pourquoi aurions-nous besoin finalement d'entretenir une économie et une industrie dans un sous-domaine qui est le New Space, alors qu'il y a d'autres acteurs qui existent sur le marché international qui pourraient tout à fait satisfaire nos besoins. C'est un peu ça, l'idée au départ. Donc aujourd'hui, c'est une idée qui commence à être de plus en plus battue en brèche. On voit que ça s'accélère beaucoup au niveau des institutions européennes et des États pour rattraper le retard cumulé des décennies passées. Mais est-ce que ce retard il pourrait être rattrapé? C'est bon. En tout cas, on essaye. Et en tout cas, c'est une vraie volonté de la part de Thierry Breton, qui est peut-être aujourd'hui le commissaire européen qui a le plus conscience de ces enjeux d'autonomie stratégique, de réindustrialisation, d'exportation aussi de notre modèle économique, industriel à l'étranger. On a quand même une volonté politique qui est aussi partagée par la présidente de la Commission, hein, Ursula von der Leyen. C'est la première fois dans l'histoire dans l'histoire récente de l'Union européenne qu'on a une commission qui est aussi engagée dans les questions de souveraineté et d'autonomie stratégique. C'est la première fois. On ne peut pas dire qu'avec Jean-Claude Juncker, on était dans cet ordre d'idées-là. Donc là, voilà, y a une opportunité parce qu'il y a des volontés politiques convergentes, en tout cas dans ce domaine. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? On peut citer peut-être l'année dernière, 2021, je crois. Il y a un consortium de start-up qui a été sélectionné par la Commission européenne pour contribuer à la création d'une constellation, la future constellation, hein, poussée par Thierry Breton, dont il avait déjà parlé en 2020, et qui est en train de se concrétiser. Alors, à un petit niveau encore, mais en tout cas, on a un embryon, on va dire, de politique préférentielle européenne, de politique interventionniste dans le domaine du New Space européen. Ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est que ce consortium, hein, il est, je crois, mené par une start-up bretonne. Donc, on voit aussi que voilà, il y a les intérêts nationaux peuvent aussi être pris en compte, peuvent aussi être servis dans le cadre de cette coopération européenne. Et il y a d'autres exemples similaires. C'est aussi une volonté qui est partagée par l'Agence spatiale européenne, hein, qui encourage la création de consortiums dans ce domaine-là de plus en plus. Mais voilà, on n'en est qu'au début. Il y a un lourd retard à rattraper, donc il faut rester optimiste parce qu'on aurait tout à fait pu ne pas s'en soucier. Donc actons que, voilà, réjouissons-nous du fait que c'est considéré comme une des priorités pour l'Union européenne, mais avec tout le retard accumulé et surtout avec l'avance technologique de nos concurrents non européens, voilà, il faut rester réaliste et voir qu'on s'inscrit dans le temps long, mais dans l'immédiat, le recours à des entreprises comme SpaceX ou autres, il paraît inévitable finalement. Il me semble que vous faites référence au consortium New Symphony, c'est ça? Oui, 22 entreprises, 8 États, 1,4 ouais, million pour une étude, c'est ça, sur les c'est constellations. ça. Oui, c'est vrai que c'est très intéressant. C'est encore le stade d'une étude. C'est vrai que il faudra que ça avance par la suite, mais c'est déjà assez révélateur qu'il y ait autant d'entreprises qui souhaitent lever des fonds. On voit en France, Latitude, par exemple, installée à Reims, qui commence pour les micro-lanceurs, ce genre de choses. On a parlé de l'Union européenne, de l'Europe, de l'Agence spatiale européenne,
de nos partenaires. Et justement, l'Union est très clairement prise en étau entre les États-Unis, un partenariat historique, ancré, qui s'en servent, on l'a dit, pour asseoir leur hégémonie, pour exporter des biens. Et la Chine aussi, qui est très agressive au plan économique, notamment envers l'Europe, on a parlé avec les nouvelles routes de la soie. Euh, est-ce qu'on pourrait dire que l'Union manque de courage industriel face à ces partenariats pour s'affirmer comme une réelle puissance internationale? Et en fait, si on considère le poids des États-Unis, de la Chine, est-ce qu'on peut vraiment faire preuve de courage? Est-ce que nous ne sont pas trop insérés dans leur marché pour justement s'en séparer? Alors, est-ce que l'Europe manque de courage? On peut dire que oui, elle a manqué peut-être de courage, mais quand même, rappelons à nouveau que puisque son but n'était pas d'être une puissance en tant que telle, en tout cas pas une puissance géopolitique, la politique qu'elle a menée ces 30 dernières années, elle était cohérente avec ses objectifs, hein, ses objectifs de libéralisme économique, de libre-échange, de compétition libre et loyale, etc. Donc, il n'y avait pas d'incohérence. Simplement, aujourd'hui, on a enfin pris conscience que c'était probablement une mauvaise voie qui avait été empruntée parce qu'on n'avait pas su anticiper les changements, en tout cas de nos partenaires. Rappelons que la Chine est le premier partenaire commercial de l'UE, donc partenaires que ce soit les États-Unis, la Russie, la Chine ou autres, Amérique du Sud notamment. Euh, on est resté trop longtemps dans cette vision-là, dans cette lecture de l'Union européenne. Aujourd'hui, ça change, et ça change de plein de manières différentes. On l'a vu ces dernières années, notamment, enfin même ces derniers mois, hein, avec l'introduction de ce qu'on appelle des clauses miroirs dans les accords commerciaux. Les clauses miroirs, c'est quoi? C'est finalement la traduction du principe de réciprocité qu'on applique aux accords commerciaux. On a souvent reproché à l'Union européenne de ne pas exiger de réciprocité, c'est-à-dire d'avoir des règles, mais finalement, lorsque la Chine décide de ne pas les suivre, eh bien, on continue quand même à respecter nos accords commerciaux, à exporter, à importer, etc. Peu importe. Bah là, petit à petit, on commence à prendre conscience que ce n'est plus possible et on commence à exiger cette réciprocité. Donc aujourd'hui, les clauses miroirs, elles sont encore extrêmement limitées. Je crois qu'elles sont limitées au domaine de la déforestation, c'est-à-dire que lorsque on commerce avec un État qui pratique de la déforestation, eh bien, on ne pourra plus désormais importer le moindre produit qui sera issu de la déforestation. Ça concerne surtout l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, pour nous, hein, pour les Européens. Donc c'est déjà un premier pas, c'est-à-dire qu'on met en adéquation les principes qu'on promeut à l'échelle internationale avec nos intérêts immédiats. Euh, Autre exemple, c'est les normes européennes qui sont de plus en plus contraignantes, pas uniquement pour les entreprises et les industries européennes, mais aussi pour les entreprises et industries étrangères qui veulent continuer à commercer avec l'Europe. Donc non seulement elles doivent plus produire, enfin elles peuvent plus commercer à partir de produits issus de la déforestation. Bon, c'est un tout petit sous-produit, mais elles doivent respecter des tas d'engagements environnementaux dans le cadre du numérique également, puisque les fameux Digital Service Act et Market Act s'appliquent à toutes les entreprises, qu'elles soient européennes ou non. Le RGPD également, qui s'applique et donc qui a des conséquences sur nos partenaires commerciaux et économiques. Euh, donc voilà, on voit que quand même on est en train de créer cette dynamique, une dynamique qu'on pourrait appeler une dynamique de préférence européenne. Alors, il ne faut surtout pas parler de protectionnisme, déjà parce que c'est un gros mot en Europe, hein, quand même, soyons clairs, mais aussi parce que ça ne correspond pas à la vision européenne. Moi, je pense que l'Europe est suffisamment mature et a créé quelque chose de suffisamment original pour pouvoir créer encore quelque chose de différent, c'est-à-dire sortir de son ultra-libéralisme économique et commercial qu'il a mis dans la panade hein, dans laquelle elle est aujourd'hui, mais ne pas tomber non plus dans un protectionnisme à l'américaine ou à la chinoise qui, sur le long terme, n'est pas forcément un bon pari. Donc, c'est-à-dire, est-ce que l'Union européenne peut créer une troisième voie euh, entre ultralibéralisme et protectionnisme? Moi, je pense que oui, et je pense qu'elle est en train de le faire.
En revanche, la question c'est est-ce qu'elle a le temps est-ce qu'elle a le temps de mettre en œuvre cette troisième voie? Est-ce qu'elle a le temps de convaincre par les normes, par son poids économique et commercial, de convaincre ses partenaires économiques et commerciaux? Ça, c'est la grande question. Et là encore, on en revient au contexte qui change, qui évolue très vite, aux intérêts des uns et des autres qui ne sont pas toujours convergents, et donc au besoin de comment dire, de trouver des réponses, notamment par exemple face à l'Inflation Reduction Act qu'a mis en œuvre les États-Unis en septembre dernier et qui en gros dit aux entreprises du monde entier, venez chez nous si c'est pour produire des véhicules électriques ou des énergies renouvelables, on va vous subventionner comme jamais, mais en échange, par contre, vous devez vous installer aux États-Unis, vos brevets doivent être américains, etc., etc. Là, on est dans un protectionnisme pur et une vraie politique interventionniste qui, à court et moyen terme, va être extrêmement favorable, en tout cas, aux États-Unis. Quelle est la réponse de l'Union européenne à cette politique-là? Elle est bien évidemment timide, en tout cas au début, mais aujourd'hui, le plan industriel européen qui a été présenté par Thierry Breton, c'est une réponse extrêmement concrète, extrêmement précise à cette politique américaine, en disant bah, nous aussi, alors pas à la même hauteur parce on en est incapable aujourd'hui, mais nous aussi, on va aider, on va encourager les entreprises qui veulent produire dans certains secteurs, dans certains domaines, notamment les domaines qu'on considère comme étant des domaines stratégiques. Et là, il y a une négociation intéressante qui a été menée, c'est qu'au départ, le nucléaire, l'énergie nucléaire, ne devait pas faire partie des priorités stratégiques du plan industriel européen. Or, la France et 18 autres États, je crois, européens, ont finalement réussi à faire rentrer le nucléaire dans ces objectifs stratégiques. Donc, ça montre bien que déjà, il y a une extension de plus en plus des fameuses priorités européennes. C'est plus uniquement atteindre la neutralité carbone en 2050, mais ça comporte tout un champ de la souveraineté ou de l'autonomie stratégique. La défense, l'industrie de défense en fait partie, l'industrie nucléaire en fait partie, etc. etc. Donc, il y a des raisons d'être optimiste, hein, parce que on est quand même, on aurait pu ne pas répondre du tout, on aurait pu rester dans notre, voilà, dans la droite ligne des institutions européennes des 30 dernières années. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, est-ce qu'on aura, encore une fois, est-ce qu'on aura le temps? Est-ce que les autres nous laisseront le temps de rattraper notre retard? Ça, c'est la question pour un champion. J'avoue que je n'ai pas la réponse, mais je pense il faut quand même rester optimiste. Il y a un État quand même en Europe qui s'est assez inspiré de la politique que vous mentionnez, une petite puissance, pour reprendre le mot de mon collègue Thibaut Fouillet, c'est le Grand-Duché du Luxembourg qui a fait un régime juridique favorable à l'installation d'entreprises dans le domaine spatial et qui a dit miner des astéroïdes, vous pourrez vous installer, bénéficier d'un régime fiscal qui est aussi avantageux pour vous, d'une formation aussi, parce que nous créons un master, nous créons une formation à l'université. Le Grand-Duché semble faire cavalier seul pour l'instant en Europe. Comment c'est vu par l'Union européenne? Est-ce que ça va être suivi éventuellement? En fait, la difficulté, c'est ce que vous venez de dire, c'est faire cavalier seul. Parce que oui, ça va bénéficier au Luxembourg, cette politique, et en soi, elle est intéressante, parce que si en plus elle fait venir sur le sol européen des entreprises étrangères, bah, pour nous, c'est important, c'est valorisant. Et puis, c'est d'un point de vue économique, c'est un atout. Donc, c'est une politique qui n'est pas en soi une mauvaise politique, bien au contraire. En revanche, la difficulté, c'est qu'à partir du moment où les États décident seuls, de leur côté, d'avoir des politiques préférentielles, d'avoir des domaines dans lesquels ils décident de concourir un peu seuls finalement, bah, qu'est-ce que ça va créer?
plutôt que de créer une meilleure synergie, une meilleure coopération et donc de donner à l'Union européenne un plus grand poids collectivement, ça va simplement créer de nouvelles tensions, ça va créer une nouvelle concurrence interne entre les États européens et donc ça va complètement à l'encontre du projet européen de solidarité et de puissance. Parce que le but, c'est pas d'avoir une vision idéaliste et d'être une puissance pour être une puissance, finalement on s'en fiche. Le but, c'est d'être efficace, de répondre aux besoins des États et de leur population. Et leurs besoins, c'est quoi aujourd'hui? C'est d'être protégés dans un monde qui bouge très vite, dans un monde dans lequel nos intérêts sont de moins en moins représentés et de moins en moins partagés. Et donc, c'est pour ça que l'expression se serrer les coudes, elle, ici, dans le cadre de l'Union européenne, elle est essentielle. Donc, plutôt que de proposer, que chaque État propose sa propre petite stratégie, ce qui serait vraiment utile, c'est qu'au niveau européen, au niveau intergouvernemental, on ait une véritable discussion pour savoir quels sont les atouts en termes de secteur, en termes de domaine de chacun des États membres, et que bah, si le Luxembourg a une prédominance ou un véritable atout en ce qui concerne le spatial, très bien, quels sont les atouts des autres? Comment jouer collectif dans le cadre une véritable stratégie politique, économique, industrielle européenne pour que chacun puisse tirer les bénéfices de la coopération. Donc, l'idée est bonne, mais il faut la dupliquer et il faut la dupliquer en pensant collectif. Ça ne sert à rien d'avoir des doublons, ça ne sert à rien de se créer une concurrence interne supplémentaire, il y en a suffisamment. Donc, ayons en tête un objectif. L'objectif, c'est on va dire, de survivre collectivement parce qu'aucun État européen, et encore moins le Luxembourg, comme un tout petit État, ne sera capable de faire face seul à ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire une déferlante internationale d'un point de vue de la compétition économique et commerciale, mais aussi d'un point de vue d'une compétition en termes de valeurs, en termes de principes politiques qui met les Européens quand même en minorité au niveau international. Je vous remercie, docteur. Je vois que nous avons une question en ligne. Valentin, peut-être que tu pourrais nous en faire la lecture. Oui, je vais donc lire la question de Irénée Avalry, si je prononce ça correctement. Bonjour Madame Staron, vous abordiez au début de votre propos la marche vers une autonomie stratégique. C'est une excellente analyse. Cependant, je suis interrogateur à propos d'une possible réindustrialisation en France, même si le rêve français serait de parvenir à une extension de 76 nouvelles usines. Pensez-vous que cela est possible alors que nous dépendons étroitement de l'étranger en matière première? Alors, la réponse, elle se situe, comme à chaque fois, au niveau de la coopération et des solidarités. C'est pas la France seule qui parviendra à être on va dire, le fer de lance de la réindustrialisation de toute l'Europe et à régler toutes les problématiques qu'on rencontre. Là encore, il faut que chacun voit au niveau européen quels sont ses atouts, quelles sont ses capacités, quels sont d'un point de vue historique aussi, ses liens en termes de partenariat, en termes d'import de matières premières. Là, ce qui est intéressant, c'est que on a maintenant on va dire une habitude européenne qui s'est créée, qui a commencé avec les vaccins, qui là continue avec les munitions et qui va probablement se dupliquer dans d'autres domaines. Cette habitude, c'est l'achat commun de matériel et ensuite la redistribution. Bah, il faut appliquer ça, et c'est en train d'être pensé, hein, d'appliquer ça aux matières premières. Et ensuite, en fonction des stratégies nationales qui correspondront à des atouts nationaux, à des spécificités nationales, mais qui ont du sens, eh bien, la redistribution pourra se faire. Mais elle pourra se faire uniquement par un niveau, via le niveau européen. Sinon, il y aura de toute manière pas assez de débouchés possibles. Et puis le poids pour négocier des accords commerciaux, le poids pour négocier des prix satisfaisants ou convenables en tout cas pour l'import de matières premières, des prix qui ont complètement explosé, hein, notamment si on parle des hydrocarbures. Ce poids-là, euh, il sera d'autant plus important s'il est porté par un collectif d'États que par un seul État. Enfin,
ça paraît évident. Donc, la France peut se réindustrialiser, mais la France ne réindustrialisera pas toute l'Europe et elle ne peut pas, sa stratégie industrielle ne peut pas être sur tous les domaines, dans toutes les problématiques. Ça peut pas être à la fois le nucléaire, les semi-conducteurs, les munitions, les avions de combat, les drones, les chars. Il va falloir choisir ses combats, si je puis dire, et trouver des complémentarités entre chaque État européen pour savoir qui est en mesure, qui est le mieux à même de produire quoi, et toujours en ayant en tête, on ne pourra pas produire nous-mêmes toutes nos matières premières, même si dans le cadre du plan industriel européen, il y a quand même tout un pan qui touche à l'extraction d'hydrocarbures et de matières premières du sol européen, mais bien évidemment, ça ne suffira pas. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de diversifier le plus possible les sources d'approvisionnement, les pays tiers chez lesquels on s'approvisionne, pour éviter qu'en cas d'une crise dans un de ces pays ou dans une région du monde, eh bien, on soit, comme ça a été le cas avec l'énergie ces derniers mois, qu'on soit complètement paralysé. Voilà. Donc la diversification et la coopération. Je vous remercie. Il me semble que nous avons des questions dans la salle. Merci de vous présenter pour notre invité qui ne vous voit pas. Bonjour madame. Merci beaucoup en tout cas pour ces quelques réflexions partagées sur le SCAF. Je suis du coup Dylan Bren, étudiant en dernière année de master, je vais y arriver. Étudiant en dernière année de master en sécurité internationale et en défense à Lyon 3, et également stagiaire, assistant de recherche à l'IESD du coup. Et j'aurais une question un petit peu béotienne suite aux échanges que nous avons eus aussi avec le général Blanc ce matin. Elle est un peu plus pessimiste que le ton que vous avez donné assez généralement au SCAF, mais c'est finalement, on a parlé de stratégies de coopération qui mèneraient à un épuisement économique. Est-ce que dans la mesure où on a aussi beaucoup d'autres projets de coopération en Europe, pas uniquement par rapport à la France, hein, comment est-ce que on évite justement ça? Comment on évite un épuisement économique? Comment on essaye d'éviter vous avez parlé des différences de temporalité. Effectivement, les autorités politiques, elles répondent à des temps différents par rapport à leurs opinions publiques. Comment est-ce qu'on concilie tout ça? Comment est-ce qu'on concilie ces différences d'opinion, ces différences de temporalité pour effectivement avoir vraiment une vraie coopération et pas quelque chose qui relève d'un épuisement, même pas uniquement économique, mais qui serait aussi moral, parce que faire un projet sur des temps aussi longs, c'est aussi des efforts qui sont considérables juste en termes humains. Comment on fait ça? Merci. Comment on fait ça? Alors, grande question. Si on est chef d'État et de gouvernement, on vous parlait de courage tout à l'heure, bah là, c'est typiquement un exemple de courage politique, d'être capable de lancer et de faire en sorte de lancer un projet sur le long terme et de faire en sorte que ce projet soit le plus sécurisé possible pour qu'il aille au bout, ça, c'est faire preuve de courage politique. Alors, maintenant, c'est la question de l'épuisement qui est très intéressante parce qu'effectivement, on voit des programmes qui se multiplient. On demande aux États de multiplier leur coopération dans tout un tas de domaines, ce qui veut dire multiplier les investissements, multiplier les interlocuteurs, etc. Donc effectivement, l'épuisement, il est possible, mais aujourd'hui, alors c'est très cynique de le dire, mais on est dans un contexte favorable. Le contexte favorable, c'est celui de la guerre en Ukraine. Alors, c'est pas favorable pour les Ukrainiens, ça c'est certain, mais c'est favorable pour la coopération européenne en matière industrielle et en matière de défense. Pourquoi? Parce que ça met les Européens face à un danger. Alors, pas forcément le danger russe en tant que danger pour les frontières européennes, même si en tout cas la Pologne, les États baltes, ça en sont persuadés, donc c'est quand même une opinion à prendre en compte, mais le danger, c'est le déclassement. C'est le déclassement des Européens qui sont sous le coup de succession de crises qui finalement les paralysent petit à petit et les empêchent d'avoir suffisamment de marge de manœuvre pour investir dans l'avenir. Parce qu'il faut déjà essayer de réparer le présent, comme on dit. Et donc le fameux quoi qu'il en coûte,
français. Alors, il n'y a pas vraiment d'équivalence au niveau européen. On a été les plus généreux à ce niveau-là. Néanmoins, le plan de relance européen et les plans de relance nationaux sont des déclinaisons du fameux quoi qu'il en coûte. Ce qui veut dire que tant qu'on répare le présent, on a moins de fonds pour financer l'avenir et les projets. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que, c'est le cas pour le SCAP, c'est tout à fait possible, même si je ne sais pas si c'est probable, mais il peut se passer que dans les phases suivantes, parce que toutes les coopérations industrielles sont phasées, et souvent c'est des phases assez longues, et bien que même si les premières phases passent, dans le cas d'une alternance politique, les phases suivantes soient bloquées, ou en tout cas retardées, voire complètement abandonnées. Mais là où je reste optimiste, c'est qu'on en a quand même fait des coopérations qui ont marché. Je citais l'Eurofighter, bah, ça a fonctionné, il est toujours en service actuellement. Simplement, il arrive à sa date de fin, de mort naturelle, on va dire, mais il a servi la cause pour laquelle il a été créé, et il y avait 4 États qui coopéraient pour dans ce programme-là. Donc, il y a des exemples qui montrent qu'on peut le faire, que dans la durée, ça peut marcher, mais il faut que ça corresponde à un besoin, il faut que ça corresponde à un contexte. Donc aujourd'hui, on a le besoin, on a le contexte, et on a même la volonté politique. Après, est-ce que ça peut survivre les changements, les alternances politiques? Est-ce que ça peut survivre aux évolutions de contexte? Là encore, d'un point de vue très cynique, même si je disais que il y a toujours une possibilité que le conflit en Ukraine s'arrête, trouve un statu quo, que la situation internationale s'apaise, j'en suis quand même je doute fortement qu'on entre dans une phase, en tout cas dans les 10, 15, 20 prochaines années, d'apaisement au niveau international, que ce soit d'un point de vue des conflits armés ou des conflits économiques et commerciaux. Je pense qu'on est quand même rentré dans une phase assez agressive de la période, et donc il y a des chances pour que, si le contexte perdure, les États européens continuent à voir comme étant leur intérêt que de poursuivre ces coopérations et d'investir davantage dans chacun de ces programmes pour qu'ils aient une chance de voir le jour, et puis surtout d'être utiles. L'objectif, c'est pas des coopérations pour des coopérations, c'est d'être véritablement utile. C'est pour ça qu'il y a un vrai besoin de coordination au niveau européen. Si chaque État ou chaque groupe d'États décide seul, sans aucune coordination globale, de lancer des programmes, on risque de se retrouver avec des programmes soit incompatibles ensuite dans le champ de l'opérationnel, ce serait vraiment dommage, soit des programmes qui sont dupliqués finalement, donc là encore, au point de vue de l'efficacité opérationnelle, ce serait un peu dommage. Donc voilà, le besoin de coordination au niveau européen, il est énorme. Plus il y a de projets, plus il y a un besoin de coordination collective. Alors, nous avons une autre question dans la salle. Oui, merci beaucoup, madame, donc, pour votre intervention. Je suis Michel Camelot, je suis aussi assistant de recherche à l'IESD et stagiaire. J'aurais une question sur la coopération au niveau du SCAF. Dans mes souvenirs, le Rafale et l'Eurofighter partent du même projet européen. Une coopération qui aurait dû continuer si les besoins stratégiques n'avaient pas différé. Et puis après, ça a été une compétition. Et on l'a vu, les Français ont réussi à développer un chasseur de génération 4.5, voire 4++, alors que l'Eurofighter est plus en génération de 4+, donc légèrement inférieure, et qui arrive en effet à sa date de mort prématurée par rapport au Rafale. La question que je pose, c'est oui, il y avait une compétition qui entraînait une émulation, contrairement à une coopération qui aurait peut-être échoué telle que l'Eurofighter, puisque l'Eurofighter est moins performant que le Rafale, en tout cas sur un certain nombre de domaines d'application stratégiques et ou tactiques. Les Français d'ailleurs appelaient le démonstrateur de l'Eurofighter, qui s'appelait l'EAP, encore au parking, parce que justement il était toujours en retard par rapport au Rafale, notamment dans les démonstrations.
Et ma question est la suivante. Est-ce que on peut arriver à faire une coopération à terme, ou est-ce que ça va être encore un début de coopération puis une scission? Parce qu'il y a quand même 3 capacités que les Allemands n'ont pas, par exemple. Je pense à la capacité aéronavale du Rafale, à décoller depuis un skyjump et ou depuis une catapulte. Je pense à la capacité MLA, micro-lanceur aéroporté, qui permet d'envoyer des satellites depuis un Rafale, les projets Adalbéran, etc. Et puis je pense aussi à d'autres capacités d'emport, notamment de l'arme atomique, que n'a pas l'Eurofighter. Voilà, merci beaucoup. Alors, j'ai pas de boule de cristal, hein, pour savoir si ça va finir par aboutir ou non. Ce qui est certain, c'est que déjà, on sait qu'en parallèle du SCAF, Dassault a annoncé qu'il y aurait que le Rafale serait prolongé. Alors, dans une autre version, une version adaptée, mais le Rafale ne va pas de toute manière s'arrêter dans un avenir proche. Sur les complémentarités, bah là, c'est tout l'enjeu. Ce qui est intéressant avec le projet de SCAF, encore une fois, c'est que c'est pas un avion. Enfin, c'est un système complet, le SCAF. C'est l'avion, mais c'est également ce fameux cloud de combat qui correspond à des besoins qui n'existaient pas il y a 30 ou 40 ans, lorsqu'on a penser à la création du Rafale ou de l'Eurofighter ou d'autres types de matériel. Donc, on a des besoins nouveaux. Pour ces besoins nouveaux, on a des capacités industrielles nouvelles qui sont créées. Donc, c'est pour ça qu'on peut être relativement optimiste sur le fait que, puisque tout le monde a besoin de cette modernisation, on finisse par aboutir à quelque chose. Maintenant, on n'est absolument pas à l'abri, ça c'est certain, que comme dans le cadre de l'Eurofighter à l'époque, qui à la base devait être un projet commun, enfin la France devait y être associée, eh bien, on finisse par avoir une dissociation et que chacun fasse son avion de son côté. On n'est pas à l'abri, simplement, ce serait tellement contre l'intérêt collectif et les intérêts individuels des uns et des autres qu'on pourrait s'interroger sur la pertinence d'une telle scission. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, encore une fois, ça dépend du contexte, ça dépend de la volonté politique. Ce qui peut changer par rapport à la dernière fois, pareil, il y a 30 ans plus tôt, c'est aussi que on est dans une nouvelle dynamique d'interopérabilité. Beaucoup plus qu'on ne l'était auparavant. Tous les États européens, dans leur feuille de route aujourd'hui, réfléchissent à la manière de s'inscrire dans des conflits de haute intensité. Donc, si on part dans cette voie-là, collectivement, ce qui est apparemment en train d'être le cas, ça nécessite forcément de repenser nos outils actuels, nos systèmes actuels, nos modes de combat actuels. Et donc, même si on est très loin, voire qu'on n'aura jamais d'armée européenne ou autre, je pense que ça, c'est vraiment pas le sujet, c'est pas l'enjeu. En revanche, l'interopérabilité des systèmes, l'interopérabilité des matériels, l'interopérabilité des forces, ça, c'est une question que se posent tous les États européens et où chacun y voit quand même son intérêt. Mais il y a énormément d'obstacles, énormément de problématiques effectivement à dépasser, et là qui relèvent strictement de la volonté politique. Et la volonté politique, par nature, eh bien, elle est impossible à prédéfinir et elle est extrêmement fluctuante. Donc, d'où l'impossibilité pour moi de vous dire si ça va marcher ou non, mais personne ne peut vous le dire. Voilà, c'est un pari. Comme tous ces gros projets industriels, c'est un pari. Mais rappelons que la création de la communauté européenne en 1950, c'était un pari aussi. Voilà, c'était un pari encore plus risqué que Eurofighter, SCAF ou je ne sais quel autre micro-projet industriel en comparaison de cet énorme projet politique. Et bien finalement, on voit aujourd'hui que 73 ans plus tard, parce qu'on va bientôt fêter les 73 ans du discours de Robert Schuman, le 9 mai prochain, mardi, 73 ans plus tard, ça tient toujours et ça a attiré de nombreux États et ça continue à attirer. On le voit avec les Ukrainiens qui demandent désespérément à intégrer l'Union européenne, les Moldaves et autres. Donc la capacité d'attraction de l'UE, elle est encore là.
Elle est même probablement bien plus grande qu'elle ne l'était en 1950. Donc, il y a quand même des raisons d'être optimiste. Des projets de coopération, de solidarité, ils peuvent marcher, ils ont marché. Si on part défaitiste dès le départ et si on se dit que de toute façon, et ça peut être un petit défaut français aussi, une forme d'arrogance naturelle de se dire, ben, nous, on est de toute manière beaucoup plus évolué, beaucoup plus avancé dans tout un tas de domaines, on a déjà des technologies, on n'a pas besoin des autres. Bah, le fait est que, le fait est que si, et qu'aujourd'hui, quand même, on en a de plus en plus conscience, et qu'il ne faut pas penser une incompatibilité du fait que, par exemple, la France dispose de l'arme nucléaire. Bien au contraire, la France peut se positionner comme un atout, et doit se positionner comme un atout essentiel à l'Europe de la défense, justement parce qu'elle dispose de la capacité nucléaire, sans pour autant imposer à l'Europe entière voilà, un type de matériel auquel Rafale il était technologiquement super performant. Néanmoins, c'est pas pour autant que les États européens l'ont privilégié dans leurs achats. Voilà, ils en ont privilégié d'autres. Il me semble qu'on a quelques problèmes, qu'on a eu quelques problèmes quand même de vente à l'export du modèle. Donc performance économique, technologique, pardon, très bien, mais ça suffit pas. Il faut que ça corresponde à un besoin et il faut que ça corresponde à un contexte. C'est ce qu'ils essayent de faire avec le SCAF. Voilà. Est-ce que maintenant ça va suffire? Est-ce que ça va fonctionner? Déjà, on verra dans 36 mois, dans 33 mois maintenant, lorsqu'il sera question de négocier la deuxième phase du projet, où là, effectivement, il y aura une clause de revoyure qui peut mettre potentiellement en danger le projet. Il me semble que mon collègue avait également une question. Oui, je me permets déjà de vous remercier pour l'intervention et puis de revenir un petit peu sur ce qui a été dit pour pouvoir ensuite poser ma question. Donc, au-delà d'un contexte actuel qui est favorable, en tout cas, à une prise de décision commune de la part des États européens, on l'a dit à plusieurs reprises, la situation politique, les volontés politiques sont volatiles, fluctuantes. Comment est-ce qu'on peut s'assurer à l'avenir de contrer cette inertie qui est jusqu'à maintenant inhérente aux institutions européennes, de manière à être rapide, décisif pour protéger nos intérêts économiques, stratégiques. Est-ce qu'il faut... Vous avez dit au début de cette présentation qu'il fallait que l'Union européenne se réinvente. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pour l'instant, l'impression qui est donnée, c'est que effectivement, on profite du contexte, on croise les doigts en espérant que ça tienne suffisamment longtemps. Est-ce qu'on ne peut pas faire plus? Est-ce qu'on peut, je sais pas, créer des institutions avec des compétences plus larges? Est-ce qu'il ne faut pas même carrément envisager la création d'un État fédéral européen, ce qui semble assez peu probable finalement? Bref, est-ce qu'il y a des éléments de réponse en fait pour justement contrer cette inertie dont je parlais? Alors oui, il y a des éléments de réponse et effectivement, je pense qu'il faut essayer de sécuriser au maximum la dynamique qui a été entreprise depuis 2020 et qui est extrêmement fragile. Et vraiment extrêmement fragile. Pour ça, il y a deux options. Il y a l'option institutionnelle, mais qui nécessite une révision des traités. Voilà, très clairement, si on veut changer les compétences de certaines institutions, si on veut par exemple passer du vote à l'unanimité à la majorité qualifiée et autres, ça nécessite un changement une révision des traités. Et là, autant vous dire que ça risque d'être un petit peu complexe. On parle beaucoup de la crise politique et sociale en France, mais d'autres États sont aussi très mal en point à ce niveau-là. On a des mouvements sociaux sans précédent en Angleterre, en Allemagne, l'inflation qui augmente dans les pays, notamment à l'Est, a des conséquences sociales aussi très importantes. Donc, il n'y a absolument pas de contexte favorable pour envisager à court terme une révision des traités, donc des vraies réformes institutionnelles au niveau européen. Beaucoup de pays devraient passer par la voie référendaire. Donc ça, déjà, voilà.
je pense qu'on peut malheureusement exclure cette voie-là. La deuxième voie, c'est d'essayer de trouver des manières d'avancer à traité constant. On parle d'élargissement de compétences. Si on prend la santé n'est pas une compétence exclusive de l'Union européenne, c'est au mieux une compétence partagée dans certains sous-secteurs. Ça n'a pas empêché l'Union européenne de proposer un plan d'achat commun de vaccins dans le cadre de la crise sanitaire. La défense n'est pas une compétence européenne. Ça n'a pas empêché l'Union européenne de proposer un plan d'achat commun d'armement. On commence par les munitions, mais il y a quand même un projet d'aller beaucoup plus loin. Donc, à traité constant, l'élargissement des compétences par le biais de la coordination des politiques, c'est ce que fait l'Union européenne et c'est possible. Maintenant, comment est-ce qu'on sécurise ça? Soit par la multiplication de ces programmes, parce qu'en fait, vraiment, le projet européen, il se base là-dessus, hein, en multipliant les interdépendances, on crée tellement de liens entre les États qu'il est difficile, voire impossible, d'en sortir. Alors, le Royaume-Uni en est pourtant sorti, donc bien évidemment, il n'y a rien qui empêche une dissolution de l'Union européenne, mais c'est quand même de plus en plus compliqué. Et d'une certaine manière, heureusement, on voit quand même que les Britanniques ont beaucoup de mal à gérer les conséquences de la sortie de l'Union européenne. Ils s'en remettront peut-être. Mais voilà, il y aura quand même un temps de latence qui ferait hésiter un certain nombre de pays européens. Et quand on interroge des pays qu'on voit souvent comme étant des pays un peu sceptiques sur l'appartenance à l'Union européenne, on pense à la Pologne, on pense à la Hongrie notamment, c'est les pays dans lesquels les opinions publiques sont les plus favorables à l'intégration européenne. C'est les pays dans lesquels, si vous faites un référendum demain pour demander la sortie de l'Union européenne, vous avez au moins 80% de non. En France, ce serait un peu différent. En Italie, voilà. Mais donc finalement, il n'y a pas, je pense que on est encore loin d'un scénario à la Brexit en chaîne, finalement. On n'en est pas là. Donc, soit on part par l'exemple, donc c'est la preuve par l'exemple, c'est-à-dire voilà, on multiplie les coopérations, on multiplie les interdépendances, comme on le fait actuellement, et on espère que ça suffira. Soit on essaye d'avoir aussi, à mon avis, il faut faire les deux en parallèle, hein, on voit quels sont les États qui, sur certains sujets, veulent avancer véritablement ensemble. Et donc, je pense qu'il y a un tabou à lever, mais qu'il faut lever de manière subtile et intelligente. Et là encore, le contexte, je pense, qui est assez favorable, c'est le tabou de l'Europe à plusieurs vitesses. Je pense qu'on peut difficilement y échapper. Et je pense d'ailleurs que c'est dans l'intérêt de la totalité des États que d'instaurer ce principe d'une Europe à plusieurs vitesses, à géométrie variable, peu importe le terme, il faudrait d'ailleurs en inventer un nouveau probablement pour qu'il soit plus accepté, à mon avis, d'un point de vue sémantique, mais la constitution, non pas d'un noyau dur, alors ça il faut oublier à mon avis cette idée-là, mais deux noyaux durs différents, en fonction des sujets, elle existe déjà, finalement. De facto, elle existe. On le voit sur le nucléaire. Pendant 30 ans, la France s'est pensée seule et isolée sur les questions du nucléaire. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est plus. Elle a réussi finalement à avoir même comme alliés les Pays-Bas. Pays-Bas qui vont réouvrir 2 nouveaux réacteurs. On est dans quelque chose de tout à fait incongru finalement pour nous Français qui pensions être un peu les derniers combattants défenseurs du nucléaire. Ce n'est absolument pas le cas. On a plus d'États qui ont signé la demande pour intégrer le nucléaire au plan industriel européen que d'États qui ont été contre. Donc là, on a des noyaux durs qui par secteur, qui par domaine, peuvent se constituer et créer des synergies encore plus grandes. Il y a aussi un principe qui a été instauré dans le cadre du traité d'Amsterdam, je crois, c'est le principe des coopérations renforcées. Depuis qu'il a été instauré en 1997, il me semble, il n'y en a pas eu beaucoup des coopérations renforcées.
Là, aucun traité, aucune réforme institutionnelle n'est nécessaire pour aller plus loin dans le cadre de coopération renforcée entre les États qui le souhaitent, qui le veulent, sur un certain nombre de sujets. Donc c'est pour ça que le niveau européen, pour moi, c'est un niveau de coordination, c'est le vrai niveau de la solidarité coordonnée, mais en revanche, il faut multiplier les coopérations bilatérales, trilatérales, multilatérales en Europe entre les États qui partagent des intérêts communs à un instant T. Et ça, on peut en trouver vraiment beaucoup sur tout un tas de sujets, et c'est notamment le cas de la défense. Demain, on a la Pologne qui a indiqué qu'elle aura la plus grande armée d'Europe. Dont acte, elle va donc avoir besoin de nouvelles capacités et elle ne pourra pas les trouver uniquement dans des importations américaines ou coréennes, sud-coréennes. Donc il y a des coopérations européennes à mener, à mettre en place dans tous les domaines. Et à mon avis, ça ne peut pas passer par des grandes réformes institutionnelles qui n'auraient, à mon avis, aucune chance de passer dans les contextes actuels, mais c'est encore une fois renforcer les interdépendances là où elles sont utiles, là où elles sont nécessaires, sous un chapeau commun. Et ce chapeau commun, c'est que toutes les coopérations seront encouragées par l'Union européenne du moment qu'elles poursuivent un objectif, l'objectif de puissance. Voilà. Mais ça, faut-il encore qu'il y ait à un moment donné, en tout cas, une feuille de route finalement qui soit décidée collectivement et qui après laisse un peu de marge de manœuvre, enfin laisse suffisamment de marge de manœuvre à des coalitions d'États pour avancer ensemble. Merci. Je vois qu'il y a une question dans le chat de Hans. Il me semble qu'on y a répondu tout à l'heure. Si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à la reformuler ou à en poser une seconde. Je vois qu'il y a également une question dans la salle de Dylan Brain, qui a déjà posé une question. Bonsoir, madame. Rebonsoir, du coup. Je vous ai déjà posé une question tout à l'heure, donc Dylan, encore une fois. Et justement, en fait, la question la question qui a été posée, effectivement, qui vient d'être mentionnée, sur qu'est-ce que l'Eurofighter? Est-ce que c'est une victoire? Est-ce que c'est pas une victoire? Et sur le fait aussi que finalement, quand on parle du SCAF, on en vient assez naturellement à parler de qu'est-ce que l'Europe, en fait, qu'est-ce que l'Europe de la défense, comment on se perçoit aussi. Et en fait, sur la question des perceptions, justement, la question de qu'est-ce qu'une victoire, qu'est-ce qui ne l'est pas, finalement, sur le SCAF, qu'est-ce qui serait une victoire? Qu'est-ce qui serait un échec? Parce que j'imagine souvent quand on parle d'Europe, on n'a jamais vraiment l'Europe qu'on souhaiterait avoir. Mais parfois, et si on peut juste avoir l'Europe qu'on ne veut pas, à minima, c'est déjà une victoire quelque part. Est-ce que sur le SCAF, si on a ne serait-ce que 3 modèles différents de SCAF à la fin, est-ce que c'est pas déjà une réussite parce que c'est toujours mieux que d'en avoir 5? Qu'est-ce que serait une victoire pour le SCAF dans les 10 prochaines années, selon votre avis? Ce qui est certain, c'est que quand on est dans le cadre de l'Union européenne, parler de victoire ou de défaite, c'est difficile parce qu'en fait, l'Europe, elle est construite sur le compromis. Et un compromis, bah, il y a toujours des gagnants et des perdants, mais c'est pas si simple que ça. C'est finalement le modèle allemand. Le modèle allemand, c'est un modèle de négociation permanente, de compromis permanent, pour à la fin aboutir à un consensus qui peut-être qui finalement ne satisfait personne, mais reste suffisamment acceptable pour pouvoir aller de l'avant. Donc ça, c'est une conception finalement très, on va dire, à minima de la coopération et de la solidarité, mais c'est la conception qui a permis la création de la communauté européenne et de l'Union européenne aujourd'hui. Dans le cadre du SCAF, ce qui serait une défaite, je pense, c'est d'avoir ne serait-ce que 2 avions différents. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le message envoyé, si ce projet ne finit pas par aboutir ou finit par aboutir à une scission, bah, c'est que, encore une fois, les industriels n'ont pas réussi à s'entendre. Les politiques n'ont pas réussi à imposer leur volonté, ou alors la volonté politique n'était pas suffisamment forte. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir honte de dire que ce serait un échec si le projet n'aboutit pas. En revanche, étant donné la temporalité dans laquelle s'inscrit le projet, qui est une temporalité longue,
qu'il y ait à un moment un besoin d'adaptation du projet à de nouveaux enjeux, à de nouvelles contraintes, ça, c'est d'une certaine manière assez inévitable. Si effectivement, même si la France décidait seule d'un programme industriel demain, elle n'est pas à l'abri de devoir repenser toute sa stratégie s'il y a une alternance politique ou s'il y a un changement de contexte qui l'y oblige. Donc, je pense que c'est le risque inhérent à tout grand projet qui s'inscrit dans une dynamique de long terme, ou en tout cas même de très moyen terme. Il n'y a qu'à regarder des exemples nationaux. Parfois en cours de mandat, on peut tout à fait interrompre un projet qu'on avait commencé à lancer. Un mandat, c'est 5 ans, pourtant, c'est pas du temps très long. Et bien, ça arrive aussi. Donc, je pense qu'on ne peut pas totalement dépasser le risque. Il faut simplement essayer de je le disais, il y a une attitude culturelle, il y a un biais culturel quand même qui est important. Il ne faut pas que chaque État campe sur ses positions ou sur des positions d'arrogance, de supériorité et autres. L'Union européenne, c'est le dialogue constant, c'est le dialogue permanent et c'est des compromis. Donc, il y a eu des compromis qui ont été faits du côté français déjà pour le SCAF, mais par exemple, Dassault a dit très clairement, moi je n'ai pas d'intérêt à continuer si l'export n'est pas possible. Donc si je ne peux pas ensuite exporter le modèle et le vendre ailleurs qu'en Europe. Pour l'instant, il y a eu un compromis sur cette question qui a été fait en faveur de la demande de Dassault. Donc, je pense que très concrètement, lors de la négociation de la seconde phase, il y aura d'autres types de compromis en fonction des intérêts qui seront émis par les uns et les autres, mais on ne peut pas évacuer le risque complètement. Mais ayons le courage de dire non, ce sera un échec si ça ne va pas au bout. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions dans la salle? Entendu. Nous allons maintenant conclure. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous de votre invitation. C'était un plaisir. On a bien défriché le sujet de l'Europe et on pourra en parler encore pendant des heures. Je ne peux que recommander la lecture de votre ouvrage, qui est paru, je le rappelle, en 2022 aux éditions Sinopia, Europe, la solidarité contre le naufrage. Je vais également vous faire part des 2 prochaines dates de notre institut, qui concernent donc nos travaux de séminaire le 15 mai prochain. Donc le séminaire C2, qui est animé par le docteur Thibaut Fouillet, qui invitera le général 2S Bruno Lassalle dans le cadre d'une conférence sur l'intégration des forces et l'efficacité opérationnelle. Et enfin, je vous retrouverai le 5 juin prochain dans le cadre du séminaire Espace avec le chercheur et doctorant Gwenaël Régnier, avec qui je parlerai d'open source intelligence, et notamment par rapport à l'Ukraine. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Encore merci beaucoup, docteur, pour votre disponibilité. À très vite. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.